Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine et en ce début du mois d'août. Pour certains, les vacances se prolongent, pour d'autres, c'est déjà la rentrée. Voici le sommaire de ce journal. Pour eux, justement, c'est la reprise effective. Ils étaient déjà à l'entraînement, mais demain, les choses sérieuses commencent avec un match face au PSV Eindhoven. Pour le compte de la 4e journée de Ligue Europa, les footballeurs monégasques enchaîneront également samedi avec leur premier match de championnat. Nous verrons dans cette édition quel état d'esprit anime le groupe et comment se présente ce double début de saison avec le journaliste sportif d'RTL et enfant du pays, Eric Silvestro. Le terme virtuose lui va parfaitement. Renaud Capuçon était dimanche soir aux côtés de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour un concert dans la cour d'honneur du Palais Princier. Une belle prouesse lorsque l'on sait qu'il a remplacé à la dernière minute une artiste souffrante. C'est la dernière date de la programmation du Fort Antoine pour cette saison estivale 2022. Le collectif Petit Travers proposera demain soir le spectacle S'assurer de ses propres murmures. Un duo entre un jongleur et un batteur percussionniste du tout public dont nous vous livrerons un avant-goût. Enfin, il est parti sur les pas du prince Albert Ier à ski au Spitzberg. L'aventurier de chez Venturi, Xavier Chevrin, viendra nous narrer ce périple hors du commun. Une rentrée estivale pour l'ASM FC. Le mois d'août coïncide toujours avec l'heure de la reprise pour les footballeurs. Une reprise chargée puisque le championnat de Ligue 1 débute ce week-end et dès demain, Monaco va retrouver sur son chemin européen le PSV Eindhoven. Présentation des forces en présence avec Frédéric Ellion. Monaco est un habitué des matchs couperets l'été pour la 4e fois depuis 2015 et pour la 2e saison consécutive. Les Monégasques jouent leur avenir européen dès le début du mois d'août avec un 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Après avoir éliminé les Young Boys de Berne à ce stade de la compétition en 2015, Fenerbahçe en 2016 et le Sparta Prague l'an dernier, Monaco affrontera cette saison le PSV Eindhoven, 2e du championnat l'an passé, et qui vient de remporter la Supercoupe des Pays-Bas samedi en battant l'Ajax Amsterdam 5-3. J'ai vu ce match, ouais, ils ont prouvé les qualités que nous le savions en avant. C'est une équipe avec une grande force offensivement, grand collectif aussi avec beaucoup de joueurs avec beaucoup d'expérience. Et naturellement, marquer 5 buts sur le terrain d'Ajax, c'est une grande prestation. Mais nous sommes vraiment déterminants de gagner aussi contre des équipes comme ça. L'effectif a peu bougé à l'intersaison. Tchouaméni, parti au Real Madrid, n'a pas encore été remplacé. Minamino et Mbolo sont arrivés. Pour se qualifier, Monaco compte s'appuyer sur son expérience de l'an passé. La saison dernière, c'était nouveau pour nous, pour ce jeune groupe. Voilà, c'était la première fois qu'on jouait ce genre de match, dans ce genre de compétition. Et malgré ça, on est passé tout près de la qualification. Donc je pense que cette année, on arrive avec une certaine expérience et un certain vécu sur lequel il va falloir s'appuyer pour pouvoir passer ce tour. Boadou touché au pied est incertain. Une décision sera prise demain concernant Benoît Badiachil. Double rentrée donc pour l'AS Monaco FC, européenne demain et championnat samedi. Que peut-on attendre de ces premiers jours de reprise et quelles ambitions peuvent légitimement nourrir les footballeurs monégasques? Nous allons poser ces questions à un spécialiste, journaliste sportif à RTL. Bonsoir Eric Silvestro. Bonsoir Patricia. La reprise s'annonce chargée pour la SMFC. Nous sommes à la veille de ce premier match du tour préliminaire face au PSV Eindhoven. Que peut-on espérer ou redouter pour les footballeurs monégasques ?
On peut espérer un meilleur scénario que la saison dernière. Tout le monde se souvient évidemment de ce scénario terrible contre le Shakhtar Donetsk. Donc on espère pour l'AS Monaco que cette fois ça passera pour une qualification pour la Ligue des Champions. C'est le premier objectif de la saison. Il tombe très très tôt pendant que tous les Haussiens sont en vacances. Et bien les Monégasques on va attaquer un mois d'août façon Tour de France, façon marathon avec énormément de matchs et avec ce premier rendez-vous donc face au PSV très très important pour la suite de la saison. Même si dans le club on essaye de dédramatiser, on sait bien que l'objectif c'est de se qualifier pour jouer la Ligue des Champions cette saison. Les Monégasques ont repris très tôt la saison, la reprise de l'entraînement pour être prêts physiquement d'entrée. Donc on leur souhaite évidemment le meilleur contre le PSV. Oui, ce sera un bon indicateur forcément pour imaginer la suite de la compétition européenne et même au-delà. Mais le pédigré de ce club peut faire peur. Est-ce que c'est le PSV Eindhoven des grandes heures ou pas du tout ? C'est plus le PSV des grandes années, mais ça reste une excellente équipe. Elle a terminé deuxième du championnat des Pays-Bas derrière l'Ajax. Ils viennent de remporter il y a quelques jours la Super Coupe des Pays-Bas en battant l'Ajax justement 5-3 pour un troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. C'est un sacré tirage. L'année dernière, l'ASM avait éliminé le PSV en phase de poule de la Ligue Europe. Donc cette équipe, elle est connue, mais elle a quand même bien évolué comme l'AS Monaco. Donc ça reste un très 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 gros tirage pour un troisième tour préliminaire. C'est un très gros adversaire. Eric, c'est le principe du mercato, il se termine toujours fin août, mais ce n'est pas un peu dommage pour la qualité du début de saison, et pas seulement pour Monaco, pour tous les clubs d'ailleurs, de savoir que l'effectif n'est pas forcément au complet? Oui, alors c'est toujours le débat sur le mercato, mais la saison se termine assez tard, même si cette année il n'y avait pas de compétition estivale. Il faut aussi avoir le temps de faire les différents mouvements pour les clubs. Et il y a aussi les premiers matchs de la saison qui servent à ajuster ensuite les effectifs en fonction des besoins que les entraîneurs et les présidents décèlent dans leur équipe après les premières rencontres. Pour l'AS Monaco, on sait qu'il y a eu des renforts, notamment offensifs, avec Minamino et Mbolo qui sont arrivés. Pour l'instant, le départ de Tchouaméni n'a pas été compensé. Il y a beaucoup d'interrogations. Le club ne semble pas pressé de recruter en défense. Mais parmi les observateurs, et j'en fais partie, il y a quand même des interrogations aussi sur les besoins éventuels en défense centrale, notamment si Badiachile, on l'espère, va rester, mais pourrait partir en cas de belle offre. Donc tout ça va permettre d'ajuster les effectifs, que ce soit à Monaco ou ailleurs, durant le mois d'août. On attend encore en tout cas des renforts dans pas mal d'équipes. Bon alors justement, Eric, vous êtes toujours bien informé. Qu'est-ce qui se murmure chez les spécialistes qui suivent l'ASM? Il y a des noms aujourd'hui qui circulent pour d'éventuels renforts? Il y aura un remplaçant sans doute pour Aurélien Tchouaméni. On parle beaucoup de Boubakary Soumaré, le joueur de Leicester qui était à Lille auparavant, qui avait été formé au Paris Saint-Germain. On parle aussi d'Adrien Rabiot, le joueur de la Juventus qui n'est pas en odeur de sainteté à Turin et qui est quand même international français, qui a besoin de jouer en vue de la Coupe du Monde. Mais là aussi, lui veut absolument jouer avec des champions. Donc il ne se prononcera pour une arrivée à Monaco ou ailleurs qu'en cas de qualification. Mais on attend un petit peu, on va laisser passer sans doute ce match au moins aller contre le PSV. Et puis on verra, mais il y aura encore au moins 2 recrues, je pense, à Monaco d'ici la fin de l'été. La saison dernière, l'ASM-FC s'est montré solide et a terminé le championnat avec vraiment un très bel enchaînement de victoires. C'est la méthode Clément qui a payé ou c'était le fait aussi de très bons joueurs et dont on sait que l'on en a perdu un de grande valeur avec le départ de Tchouaméni? Oui, évidemment, la fin de saison a été exceptionnelle avec ses 8 victoires d'affilée. Dommage qu'il y ait eu ce petit contretemps à Lens à la dernière minute avec le but de Ganago qui a permis à Marseille d'arracher la place qualificative pour la Ligue des Champions au détriment de Monaco. Il faut rester sur cette lancée. Philippe Clément avait connu quand même des débuts difficiles à son arrivée, mais il avait trouvé l'équipe, en tout cas selon ses dires, faible physiquement. Le temps de remettre tout le monde d'aplomb. La qualité, elle est là dans cet effectif de l'AS Monaco. Très honnêtement, il n'y a aucun souci de ce côté-là, hormis le Paris Saint-Germain qui semble intouchable en France. Monaco peut très très bien viser sans problème la deuxième place. La Ligue 1 débute donc à Strasbourg samedi pour l'AS Monaco FC. Même question que pour le PSV Eindhoven. C'est un bon adversaire pour une mise en bouche et révéler l'état de forme de l'équipe? Ouais, c'est un adversaire qui réussit pas forcément à l'AS Monaco. L'année dernière, il y avait eu justement une défaite là-bas en terre strasbourgeoise dans ce stade de la Méno qui est toujours exceptionnel. Ce qui va être compliqué pour l'ASM dans ce début de saison, c'est un enchaînement de matchs avec notamment Strasbourg, Rennes, le Paris Saint-Germain dans les 4 premières journées. Donc le calendrier n'est pas très favorable pour la reprise pour l'AS Monaco, en plus des matchs éventuels de Coupe d'Europe pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc le mois d'août est extrêmement chargé. Il pourrait y avoir jusqu'à 14 matchs en cette semaine, donc 2 matchs par semaine dans les toutes premières semaines de compétition. Il va falloir déjà gérer ce premier sprint dans une saison qui s'annonce très longue. Est-ce que le fait d'avoir déjà joué face au PSV mardi, d'avoir déjà un match dans les jambes, ce sera un avantage ou au contraire pour les Monégasques?
Oui, ça peut être un avantage, évidemment. Par exemple, là, Strasbourg vient de faire son dernier match de préparation contre Liverpool, mais contre une équipe bis, alors que Monaco n'a joué quasiment que des gros matchs contre des grosses équipes pour être prêt pour la Ligue des Champions. Donc peut-être en effet que physiquement et en termes de rythme, l'ASM aura un petit avantage en début de saison, c'est ce qu'on peut espérer. Eh bien, c'est ce que l'on leur souhaite aussi. Merci Eric Silvestro d'avoir été notre invité. Et nous vous retrouvons donc dès vendredi sur l'antenne d'RTL pour la reprise du championnat pour RTL Foot. Exactement, merci à vous et très belle saison à l'ASM. Cela nous amène à l'ensemble des résultats sportifs du week-end. Un week-end qui a plutôt souri aux Monégasques, à commencer par l'écurie Rocket Venturi Racing. Luca Di Grassi a remporté la deuxième course du week-end à Londres. Edoardo Mortara termine 13e et au classement du championnat du monde de Formule E, la team est seconde alors qu'Edoardo Mortara occupe la 3e place du classement des pilotes. Les 2 dernières manches du championnat du monde auront lieu les 13 et 14 août à Séoul. C'est le jeune espoir du tennis monégasque. Valentin Vachereau a remporté lui ce week-end son 2e tournoi de la saison en Autriche à Kottingbrunn. En basket, petite déception pour les U18, mais la place est pourtant très belle. Ils sont vice-champions d'Europe. Ils se sont inclinés en finale face à l'Albanie 93-78. Et puis en Pologne, du jet ski lors des World Series, Lisa Cossin-Battaglia a décroché un podium dans la catégorie reine du Pro-Am Ski Women. Elle peut donc toujours espérer une couronne mondiale. Il lui restera 2 courses pour aller chercher le titre. C'est l'une des belles traditions de l'été à Monaco. Le Palais Princier accueille une série de concerts dans la cour d'honneur. Le concept séduit bien au-delà des mélomanes et de grands noms s'associent au talentueux Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et parfois même, il y a des imprévus, comme hier soir où la soliste qui devait se produire n'a pu se rendre à Monaco pour des raisons de santé. Mais un concert exceptionnel dans un lieu exceptionnel, joker exceptionnel. Il n'a eu que quelques minutes pour répondre à l'invitation impromptue, mais il n'a pas longtemps hésité. À 2 jours du concert, Renaud Capuçon a accepté de remplacer au pied levé la violoniste norvégienne Vilde Frang. Une belle surprise pour le public, tant le musicien a brillé par sa virtuosité dans ce lieu magique qu'est le Palais, et en interprétant magistralement le concerto pour violon en si mineur d'Edouard Elgar. J'adore ce concerto, je l'ai joué il y a quand même assez longtemps, mais je l'aime beaucoup et puis j'adore cet orchestre. Donc oui, ça a fonctionné et j'étais très heureux, je suis très heureux d'être là. La toute première fois que j'ai joué ici, le Prince René était encore vivant, c'était avec Armin Jordan, donc c'est plus d'une vingtaine d'années. J'avais été très impressionné, je le suis toujours à chaque fois, mais on s'approprie les lieux aussi et puis je connais cet orchestre maintenant si bien, on a une grande relation de confiance et d'amitié. Et donc oui, on est porté. Un Renaud Capuçon porté et qui avait littéralement des ailes dimanche soir. La performance a été autant musicale que sportive, tant le concerto d'Elgar demande d'alterner entre fougue et douceur. Et pour diriger les musiciens, c'est le chef slovaque Juraj Valkua, actuellement en poste à Houston et Naples, qui s'est réjoui de pouvoir venir officier dans un tel lieu. Évidemment, c'est un espace ouvert, pas un espace acoustique auquel on peut être habitué, mais c'est quand même un espace fermé. C'est pas complètement dehors où on peut avoir des problèmes avec le vent ou des choses pas très pratiques pour un musicien. Mais on essaie d'adapter un peu les nuances, le geste aussi aux besoins de distance, d'écoute des musiciens. L'écoute n'est pas simple, c'est une écoute un peu dispersée. Ils doivent être très très attentifs aux gestes et à tout ce qu'ils peuvent entendre dans un espace acoustique comme celui-ci. Au concerto d'Elgar, artiste plutôt méconnu, sauf en Angleterre où il est très joué, est venu s'ajouter le Chevalier à la Rose d'un musicien qui lui bénéficie d'une immense aura, Richard Strauss. Un joli parallèle dans une programmation qui recherche toujours l'essence même de la musique, un moment suspendu dans le temps pour les artistes, mais aussi pour le public venu les écouter. Le prochain concert au Palais Princier aura lieu jeudi à 21h30 avec au programme des airs de Tchaïkovski et Beethoven. C'est bientôt le clap de fin pour le théâtre du Fort Antoine. Le dernier spectacle de la saison sera joué demain
Il s'intitule « S'assurer de ses propres murmures ». En voici un avant-goût avec ce reportage de Christine Tomel et Lionel Bernardi. Une expérience unique que nous avons vécue lors des ultimes répétitions du collectif Petit Travers et que nous avons souhaité partager avec vous. En effet, Julien Clément et Pierre Paulet se produiront demain soir à 21h30 pour le tout dernier spectacle de la saison estivale du Théâtre du Fort Antoine. Un événement qui s'est voulu festif et qui allie batterie et jonglerie principalement, mais pas que. C'est une forme concert et spectacle en même temps. Et toute la question est de se relier justement, de relier ces langages-là, le langage musical et le langage, on va dire, chorégraphique autour des arts du cirque, et afin de développer un travail de complicité. Donc tout ce qu'on va chercher à faire, c'est de s'accorder soi-même avec son propre langage, s'accorder avec son partenaire pour tout ce qui est écoute, réciprocité et aussi taquinerie et autres relations. Et au final, on essaye de s'accorder aussi avec le public et d'intégrer son écoute et son attention dans notre proposition. Je pense qu'on va d'un point A à un point B en essayant surtout de ne pas se lâcher. C'est-à-dire qu'on essaye d'être à 200% l'un et l'autre ensemble. Quand on sent qu'il y en a un des deux qui faiblit un peu, l'autre va essayer de donner son énergie à celui qui faiblit pour essayer de remonter un petit peu tout ça. Donc en fait, la trame, c'est vraiment de ne pas se lâcher et d'être le plus ensemble possible sur la totalité du spectacle. Et d'entraîner le public. Et d'entraîner le public, et en espérant que le public arrive à cerner un petit peu cet enjeu-là et voit que voilà notre profonde amitié. À la frontière des arts du cirque, de la danse et de la musique, le duo d'artistes invite donc les spectateurs demain soir à deviner son amitié et sa complicité, mais aussi à tendre l'oreille et à saisir ses murmures. Un spectacle entraînant, empli de connivence et tout en finesse et délicatesse, qui saura ravir petits et grands. Un spectacle unique en son genre. Prenons maintenant des nouvelles de cet aventurier qui s'était élancé sur les pas du prince Albert Ier au Spitzberg. Xavier Chevrin, qui travaille pour la firme Venturi, est parti à ski pendant près d'un mois pour effectuer un périple dans cette région norvégienne. L'archipel du Svalbard a un environnement qui peut s'avérer hostile à tout point de vue. Bonsoir Xavier Chevrin. Bonsoir. Quel périple, quelle aventure! Tout d'abord, comment allez-vous? Avez-vous complètement récupéré? On a eu quelques temps maintenant pour récupérer. Ça va mieux, effectivement. Je me suis réhabitué à la température estivale du sud de la France, qui n'était pas la même évidemment qu'au Spitzberg. Qu'est-ce qui a été le plus difficile et que redoutiez-vous le plus? Ce qui était le plus redoutable, j'allais dire, c'était effectivement le fait qu'on soit passé sur des endroits qui n'avaient pas connu le pas de l'homme. Et donc, forcément, on partait vraiment vers l'inconnu à ce niveau-là. Quel était l'encadrement en matière de sécurité? Un encadrement très strict. D'abord, au niveau légal, on n'avait pas le droit de faire cette expédition sans qu'il y ait une personne qui soit agréée par le gouvernement, qui lui-même, à l'origine, avait dit « je ne me le sens pas du tout, cette histoire, je dois partir au moins avec un autre guide ». Et l'autre guide avait dit aussi « pas à deux, il faudra au moins être trois parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait et voilà, il fallait vraiment que ce soit bien entouré. » Je me sentais vraiment en confiance avec ces gars-là. Et après, au niveau sécurité, après sur place, eh bien, c'est des cordées perpétuelles qu'il faut faire, du crampon sur des glaciers, quelque chose d'assez pénible au quotidien, mais après auquel on s'habitue au fur et à mesure. Vous nous avez dit que vous aviez traversé des terres vierges de toute présence humaine. Vous avez également réalisé des premières mondiales lors de ce périple. Alors oui, c'est d'autant plus sympa que ce sont des premières mondiales qui ont trait en plus quelque part à l'hommage qu'on voulait faire au prince Albert Ier. Celle qu'on a faite au début qui était l'escalade du mont Cap Guissé, qui se trouve pas loin du mont Grimaldi. Donc, on était content de faire notre premier cairn en haut et de dire que ça y est, c'était une expédition monégasque et qu'il avait faite. Et puis, nous sommes les premiers à avoir traversé le glacier du prince Albert Ier. Ça aussi, donc c'était vraiment un grand symbole pour nous. Un autre glacier aussi très important qu'on a été les premiers à fouler.
qui s'appelle, je ne pourrais pas vous prononcer parce qu'il c'était un glacier avec un nom norvégien à rallonge, Rautfjellbren. Voilà, je suis très content de moi, vous voyez, je vous rappelle encore, Rautfjellbren. Quel souvenir impérissable, plus particulièrement, garderez-vous en tête? Est-ce qu'il y a un moment que vous n'oublierez jamais? Si je devais garder vraiment le moment impérissable que j'aurai, je pense, pendant toute ma vie, c'est à la fin du périple, quand je me suis levé, que j'ai fait le seul acte hygiénique qu'on peut faire dans ce cas de figure, qui est se laver les dents le matin après avoir pris ces petits trucs déshydratés, et que je me suis retrouvé en face, j'exagère en face parce qu'il était encore assez loin, d'un ours polaire donc, qui descendait un col qui était à 300 mètres à peu près, et qui est venu vers nous. J'ai été le premier à pouvoir annoncer qu'il y avait un ours polaire qui débarquait, et il a fallu évidemment faire tout le protocole de défense, qui était donc de prendre les armes et puis être prêt à se défendre pour le passage de cet ours. Oui, il vaut mieux les voir de loin, visiblement. Sur le plan environnemental, quels enseignements avez-vous pu tirer de cette expédition? On utilise toujours ce terme, j'ai peur qu'il devienne galvaudé, c'est l'histoire du réchauffement climatique dont on parle tous. C'est vrai que d'en parler, c'est une chose, mais de le vivre sur place et de s'apercevoir, même dans les yeux de ces gars-là, de ces guides, donc, qui sont habitués, qui sont sur le terrain à longueur de temps, et qui étaient surpris de voir qu'il y avait la formation d'un lac qui se formait, qui était devant nous, et qui disait mais normalement il n'y a rien là, il n'y a rien, même en août, on n'a jamais vu d'eau liquide en train de se former. Et donc voilà, c'était la naissance d'un lac, et qui après évidemment engage plein de problèmes au niveau d'abord de toutes ces rivières de neige fondue qui n'en finissent pas, et du glissement de tous les glaciers en fait vers la mer à des vitesses qui deviennent de plus en plus importantes, et avec des conséquences infernales tant au niveau biologique, j'allais dire, qu'au niveau glaciologique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une université de glaciologie qui est installée au Spitzberg, et qui s'intéresse beaucoup à ce phénomène qui est assez impressionnant à voir. Il était important pour le groupe Venturi de rendre un tel hommage au prince Albert Ier, 100 ans, jour pour jour après son décès, puisque vous êtes arrivé le 26 juin, date anniversaire. Nous avons d'ailleurs été accueillis par le prince Albert II à notre arrivée, donc à la fin de notre périple. C'était important pour Venturi parce que, comme je le dis souvent, Gildo Pastor, qui est le patron de Venturi, a une relation privilégiée, on va dire, avec le palais, avec le prince en particulier, et donc à la fois par son côté affectif, j'allais dire, sa relation affective avec Monaco, et puis aussi tout ce qu'il a pu apporter au niveau technologique pour cette expédition en particulier. Il fallait que Venturi fasse cet hommage indéniablement. Merci Xavier Chevrin d'avoir répondu à notre invitation pour revenir sur cette formidable aventure. Merci à vous. Avant de passer aux prévisions météo, cette information pratique. Sachez qu'en raison de l'avancement des travaux de l'opération Grand Ida, la circulation sur la dorsale en entrée de ville est modifiée jusqu'au 5 août entre 9h et 16h. Une voie unique de circulation entre les ronds-points enterrés Aurélia et Canton est accessible dans le sens Monaco-Nice. Les ronds-points demeurent praticables et leurs autres accès et sorties sont préservés. Le soleil brille sans discontinuer, ou presque, après l'épisode orageux de vendredi dernier. À quel temps peut-on s'attendre demain mardi? Bonsoir Christine Datomel. Demain, le temps qui s'installe est généralement clair, même si durant la journée, quelques passages nuageux sont prévus. Une journée ensoleillée dans l'ensemble, accompagnée d'une légère brise. Du côté du thermomètre, il fera 24 degrés le matin et 31 l'après-midi. L'eau de mer sera chaude également, elle sera à 28 degrés. Le soleil se lèvera à 6h18 et se couchera à 20h54. Demain, nous fêterons les Juliens. C'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour une nouvelle édition. Passez une très belle soirée. Nous nous quittons avec les premiers feux d'artifice de l'été qui ont été tirés samedi. Les prochains auront lieu le 13 août. Ces photos sont signées Michael Alési. À demain.